14, là, lorsque nous lisons dans Matthieu 25, le verset 14, ici, on parle de la parabole des talents. Et nous connaissons bien ce passage où le Seigneur a confié d'un talent à plusieurs catégories de personnes, ses serviteurs. À l'un, il a confié 5, à l'autre, il a confié 2, et puis il y en a un à qui on en a confié un seul. Et nous avons vu que dans ce passage, celui qui en avait 5, il a multiplié pour en avoir 10. Celui qui en avait 2 en a gagné 2 autres. Mais celui qui n'en avait qu'un seul est parti l'enfouir sous terre. Et nous avons vu la sentence que le Seigneur a prononcée sur cette personne. Le Seigneur, lorsque il est revenu et il fallait qu'il puisse noter l'œuvre que cette personne avait à faire, il a dit à celui qui avait 5 talents, au verset 21, Matthieu 25, le verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Voilà la déclaration que le Seigneur a eu à faire de ces 2 serviteurs, celui qui avait 5 talents qu'il a multiplié, celui qui avait 2 talents qu'il a multiplié, pour dire, vous avez fait un travail excellent, un travail que j'ai apprécié. Mais pour celui qui a eu à l'enfouir sous terre, vous voyez que le Seigneur lui a dit au verset 26, son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Voilà la qualification que le Seigneur, lui a donnée. Et a dit au verset 28, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et ma question pour toi aujourd'hui, c'est quelle est l'appréciation du service que tu rends au Seigneur? Si le Seigneur devait apprécier ce soir le service que tu lui rends, la manière dont tu le lui rends, la manière dont tu participes à la formation, à l'équipement de ces jeunes hommes, ces jeunes femmes, afin de faire des leaders chrétiens dans ce monde professionnel, quelle est l'appréciation que le Seigneur pourrait faire de toi, pourrait faire de moi? C'est la question que chacun de nous doit pouvoir se poser au début de cette formation pour pouvoir recevoir le meilleur afin d'en ressortir mieux équipé, mieux focalisé, mieux concentré à pouvoir remplir convenablement le ministère que le Seigneur nous a confié. L'appréciation ne viendra pas d'un homme, cette appréciation vient de Dieu lui-même. Le secrétaire général peut t'apprécier, le président même peut t'apprécier, ton pasteur peut t'apprécier, mais cela ne correspond pas au standard de Dieu, parce que selon le standard de Dieu, l'appréciation véritable ne peut venir que de Dieu. Si tu te tiens aujourd'hui devant le Seigneur, quelle appréciation donnera-t-il à ton travail? Et c'est pour cela que nous sommes appelés ce soir à revoir notre manière de servir le Seigneur, à envisager de le servir de manière excellente afin que cet objectif soit atteint dans le nom de Jésus. Nous devons comprendre aussi que nous sommes appelés à faire l'œuvre selon le modèle que Dieu nous a donné. Lorsque nous lisons dans Exode 25,
le verset 9. Il nous est dit là, vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Il attend de nous que nous puissions faire cette œuvre de formation, cette œuvre d'équipement de nos jeunes professionnels selon le modèle qu'il nous a transmis, selon le modèle que nous avons reçu, selon la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à rester dans cette volonté-là. Nous sommes appelés à rester dans ce cadre-là. Nous sommes appelés à rester au poste où Dieu nous a fixés. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui de notre modèle de meet-up? Notre modèle de meet-up sur le lieu de résidence. Notre modèle de meet-up sur la base des communautés professionnelles. Qu'est-ce que nous faisons réellement? Est-ce que nous avons encore de la considération pour ces meet-up? Est-ce que nous mettons notre tout pour que ces meet-up puissent réussir? Ça, c'est la vraie question. C'est l'une des stratégies, l'un des moyens que ce forum utilise pour bâtir ces leaders chrétiens, pour bâtir ces jeunes hommes, pour bâtir ces jeunes femmes. Est-ce que nous sommes toujours focalisés, concentrés sur cela? Est-ce que nous sommes toujours concentrés sur les autres approches, les méga meet-up dans nos chapitres, les conférences, les sommets? Est-ce que nous sommes toujours concentrés sur ces projets que nous avons? Nous avons le projet actuellement et nous avons démarré la première phase. Est-ce que nous sommes toujours concentrés sur ces différents projets? Car ces différents projets, ce n'est pas ces projets que nous aboutirons à faire de nos jeunes professionnels des jeunes réellement équipés qui pourront amener le réveil sur leur lieu de travail dans le monde professionnel. Le Seigneur attend de nous que nous puissions nous concentrer sur le modèle que nous avons dans le forum des jeunes professionnels et que nous puissions atteindre les objectifs que nous sommes fixés et nous serons bénis au nom de Jésus. La troisième chose, c'est que nous sommes appelés à faire cette œuvre de Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous demande pas, Dieu ne forme pas des ministres, des gens qu'il envoie dans son œuvre et il les laisse sans aucun équipement, il les laisse sans aucun talent à faire valoir. Ce n'est pas vrai. Nous voyons dans notre passage ici que Dieu a confié 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent eh bien, au troisième. Mais au-delà de toute chose, en tant que serviteur de Dieu, le premier don que le Seigneur nous a fait après le salut, la sanctification qu'il nous a fait, c'est que il a mis à nos côtés le Paraclète qui est le Saint-Esprit, celui qui est chargé de nous accompagner, de nous aider pour atteindre les objectifs que Dieu nous a fixés. Il a dit dans Acte 1, le verset 20, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est un impératif pour nous, dans le forum des jeunes professionnels, de pouvoir rechercher la présence du Saint-Esprit. Sinon, nous ferons une œuvre qui se fera dans la chair. Cette œuvre ne pourra pas être productive si l'Esprit de Dieu ne nous accompagne pas, ne nous aide pas. Comment pourrons-nous réellement apporter la lumière dans ce monde professionnel? Comment pourrons-nous impacter les collègues de travail? Comment nous pourrons toucher ces gens-là de manière particulière si nous mettons de côté l'Esprit de Dieu? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Mais au-delà du Saint-Esprit, il nous a confié des talents, des capacités, de la force. Comment est-ce que nous les utilisons aujourd'hui? Est-ce que nous mettons toutes ces choses au service du Seigneur? Est-ce que nous mettons ces capacités au service du Seigneur? Ou bien nous les retenons pour nous-mêmes? Nous les retenons pour notre lieu de travail, où nous sommes excellents, nous déployons tellement de choses. Mais quand il s'agit de servir le Seigneur, nous retenons nos capacités.
Nous passons beaucoup de temps pour le travail, beaucoup d'investissements, mais pour le Seigneur, nous ne voulons pas les déployer. Il faut qu'on puisse mettre tout à l'œuvre du Seigneur, qu'on puisse y mettre tout notre cœur, qu'on puisse y mettre toute notre pensée, qu'on puisse y mettre toute notre force, qu'on puisse y mettre toutes nos finances. Il faut que l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés puisse nous coûter notre tout. Il faut que nous puissions avoir des objectifs tellement élevés que nous ne pouvons y mettre que notre tout afin que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et lorsque nous avons ces talents, ces capacités, cette force, nous devons faire en sorte que l'Esprit de Dieu puisse contrôler ses talents, ses capacités et ses forces. Parce que si vous remarquez bien, la troisième personne qui n'avait qu'un seul talent est partie l'enfuir sous terre parce qu'il avait une mauvaise conception de son Dieu. C'est de la même manière aujourd'hui, nous pouvons avoir beaucoup de talents, beaucoup de choses. Si nous ne laissons pas ces talents, ces capacités, cette force, ces finances être contrôlées par Dieu, par le Saint-Esprit, nous allons faire un travail désastreux, un travail qui ne sera pas excellent aux yeux du Seigneur, un travail qui ne va pas plaire au Seigneur. C'est très important de pouvoir faire en sorte que cette œuvre puisse plaire au Seigneur. Et la dernière chose, c'est que nous devons veiller à ce que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir dans l'œuvre que nous accomplissons pour lui à travers un engagement total à faire la volonté de Dieu, un engagement à obéir aux instructions reçues. L'obéissance est très importante lorsqu'on marche avec le Seigneur. Un engagement à combattre dans la prière pour engager le Seigneur dans l'œuvre qu'il nous a confiée et un engagement à mettre son tout, sa force, ses pensées, son cœur, ses finances, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous serons, tout ce que nous aurons, afin que cette œuvre puisse glorifier le Seigneur. C'est sur ces mots que je veux conclure mon propos en nous engageant en ce début de programme du Leadership Summit à pouvoir reconsidérer nos voies, à pouvoir regarder de près est-ce que l'œuvre que nous faisons pour le Seigneur, d'élever ce leadership chrétien dans le monde professionnel, est-ce que nous le faisons comme il faut? Est-ce que nous le faisons comme le Seigneur aimerait que cela soit fait? Afin qu'au dernier jour, quand nous serons devant le Seigneur, il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous allons baisser la tête et nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père trois fois saint, te disons encore merci. Merci pour ce temps, de ce message, ce temps pour revoir nos vies à la lumière de ta parole. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses toucher chacun de nous à reconsidérer ses voies et à se concentrer pour faire l'œuvre que tu nous as confiée d'une manière excellente, d'une manière efficace, afin que nous puissions bâtir des leaders chrétiens qui vont apporter un réveil spirituel global dans le monde professionnel dans lequel nous évoluons. Te disons merci, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Président, pour ce message qui n'a pas pris assez de temps, mais qui est assez puissant et qui lance comme ça notre session de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que les participants peuvent de temps à autre écrire dans le chat pour répondre au moins Amen à la prière ou poser des questions dans le chat, laisser des questions dans le chat pour qu'on sache que vous êtes avec nous. Donc, on va faire l'exercice. Est-ce que vous êtes là? Écrivez Amen dans le chat si vous me recevez.
Donc, une fois encore, que le Seigneur bénisse abondamment le président pour ce message qu'il lance avec force notre programme. Je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur soutiendra chacun. Le Seigneur nous aidera en sorte que nous puissions donner de notre meilleur à Dieu. Le Seigneur soutiendra notre engagement, nous aidera à faire sa volonté, à obéir, à combattre dans la prière, à mettre tout, notre énergie, notre talent, tout ce que nous avons au service de Dieu. Le Seigneur le fera au nom de Jésus. Vous savez, je vais vous demander d'être concentré sur ce programme parce que tel que ça a commencé, je sais que le Seigneur réservera de grandes choses pour nous. Moi, particulièrement, ce message m'a touché et m'a poussé à renouveler mon engagement. J'ai pour habitude de dire que ce que j'ai fait jusqu'à présent n'est pas le maximum que je pourrais faire pour Dieu. Et ce message me pousse à renouveler mon engagement envers Dieu. A dit, je donnerai de mon meilleur, je ferai de mon meilleur, de mon mieux, pardon, pour pouvoir répondre aux attentes de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. À présent, nous allons, sans transition, je vais essayer de d'arrêter le partage parce que nous allons passer à la communication. Nous sommes déjà en retard de 4 minutes. Donc, comme je vous le disais, nous avons notre invité de marque et tout comme Jean-Baptiste l'a dit à Jésus, qui n'est pas digne de délier. Donc, vous connaissez le verset. Donc, je vais laisser le président lui-même introduire celui qui va nous entretenir sur la communication, le présenter et l'introduire. Et peut-être nous allons lui demander avant de pouvoir partager son écran, d'activer sa vidéo pour qu'on puisse quand même poser le visage sur le nom. Et donc, il viendra nous parler des techniques de communication efficace pour les leaders. Donc, les objectifs que nous avons fixés, c'est que nous voulons apprendre les principes fondamentaux d'une communication efficace et comment ils s'appliquent au leadership. Nous voulons comprendre l'importance de l'écoute active et de la rétroaction empathique. Et pour finir, nous voulons explorer les stratégies pour gérer les conversations difficiles et résoudre les conflits. Et je crois que nous serons gagnants si nous suivons attentivement cette communication qui va essayer de dérouler ces points et de nous aider à acquérir quand même un certain nombre de compétences. Donc, comme je le dis, je laisse la parole au président pour pouvoir introduire euh, celui qui va nous entretenir. Président, vous avez la parole. Et merci beaucoup, secrétaire général. C'est parfait. Et chers frères et sœurs, donc, sur notre plateforme de ce soir, c'est véritablement une immense joie pour moi de pouvoir vous présenter notre premier communicant et qui, on va dire, est un collègue, en ce sens que nous avons commencé le ministère dans différents pays au même moment. Et donc, cette personne n'est personne d'autre que le président national du Forum des jeunes professionnels du Bénin. Et vous savez, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale sont dans une zone et c'est lui qui préside toute la zone.
Et donc, je me permets de vous présenter le docteur Marc Oboladi Bankole. Il est pharmacien titulaire. Il est également conseiller au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Comme je vous l'ai dit, il est président national du Forum des jeunes professionnels du Bénin et de notre zone. Il est marié, père de deux enfants et il est propriétaire également d'une pharmacie au Bénin. Et c'est avec vraiment un vrai bonheur que je vous prie de l'accueillir par beaucoup d'amen pour rendre grâce à Dieu pour sa vie. Frère Bankole, président, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci, cher président. Bonsoir, chers responsables du Forum des jeunes professionnels du Togo à tous les niveaux. Et merci pour tout ce que vous faites dans ce ministère, dans cette session de l'œuvre. Et merci d'avoir pris à cœur la vision, la mission confiée par Dieu à travers son serviteur, le surintendant général. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce soir. Et je tiens d'abord à vous remercier pour la confiance, la considération, tous les responsables à divers niveaux et en particulier le président pour m'avoir accordé cette occasion de pouvoir partager ce moment avec vous sur le thème les techniques de communication pour les leaders. Les techniques de communication pour les leaders. Alors, je voudrais bien souligner que c'est vrai que la communication se retrouve partout dans tous les domaines de nos vies, mais nous n'allons pas beaucoup nous appesantir sur la communication au sein de l'Église spécialement, mais nous allons essayer de généraliser parce que nous sommes des jeunes professionnels qui ne sommes pas seulement dans le cadre de l'Église, mais nous sommes beaucoup plus professionnels. Nous sommes dans les institutions, nous sommes dans les bureaux, nous sommes dans les départements, ainsi de suite. Alors, cette communication sera plus vaste et ça va concerner plusieurs domaines. Je sais, même si aujourd'hui, tu vois que là où le niveau où tu es, il n'y a pas encore de dirigés sous toi, tu n'es pas à une position, tu peux donner des conseils, donner des instructions pour que cela soit vraiment exécuté. Rassure-toi que d'ici là, le Seigneur fera toi un grand leader. Donc, cette communication concerne tout le monde, les techniques de communication pour les leaders. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom pour ton amour, pour ta grâce dans nos vies. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir vraiment être enseignés. Tu veux ouvrir encore nos yeux sur les choses que nous devons comprendre pour exceller dans nos professions. Je prie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous permette de comprendre réellement tout ce que nous allons partager ce soir au nom de Jésus. Sois au centre de cette communication. Merci de donner la compréhension à chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les techniques de communication pour les leaders. Alors, nous allons adopter un plan qui va commencer par une introduction, les types de communication des leaders, ensuite les 7 techniques de communication de leadership et pour finir, la gestion, le management efficace donc des conflits. En introduction, alors lorsque nous parlons de la communication, ce que je suis en train de faire exactement tout de suite, c'est une communication en fait. Alors, c'est la base de toute relation et c'est la base de toute interaction entre les personnes, c'est la base de toute interaction entre les personnes physiques, les personnes morales et ainsi de suite. Et la communication véhicule en fait un message. Ça permet
au destinataire de comprendre réellement ce que véhicule le message. Et ça permet également de partager des informations. Ça peut être des informations visuelles, comme ça peut être également d'autres types d'informations. Alors, la communication permet également, lorsque nous sommes dans le cadre de l'école, par exemple, ou bien nous voulons suivre une formation, il y a quelqu'un qui a plus de connaissances que nous, qui veut transmettre, qui désire transmettre ou partager ses connaissances avec nous. C'est à travers donc la communication que celui-là ou celle-là arrive réellement à transmettre ses connaissances. Alors, il est très important de savoir réellement lorsque la communication fait défaut ou bien lorsqu'elle est mal appliquée ou mal pratiquée, cela peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement d'une société, sur également la relation ou les relations interpersonnelles. Alors, le défaut ou la défaillance de techniques de communication, cela peut amener les produits, le service d'une société à vraiment, le produit, le service à être vraiment mal connu ou pas du tout connu. Et également, si nous avons des projets qui sont en cours et nous ne communiquons pas sur ces projets, par exemple, où nous n'avons pas une bonne technique de communication, cela pourrait freiner ou même cela pourrait rendre quasi impossible la réalisation de ce projet. Alors, la défaillance de communication ou le manque de technique, d'une bonne technique de communication peut avoir de répercussions et cela peut envoyer également la confusion dans le cœur des dirigés, dans le cœur des employés, des agents, de ceux-là qui sont établis donc sous le leader en question. Cela peut amener aussi à des situations conflictuelles. Alors, je partage cette parole de cette dame qui est coach en communication pour les leaders, qui dit en communication ou dans une société, dans une entreprise ou bien dans la vie active, tout est question de communication. Alors que nous soyons en face des évaluations, que nous soyons en face des situations où nous devons partager nos visions, ou bien nous sommes réunis pour faire un brainstorming, pour réfléchir par rapport à certaines choses. Chacun doit donner son idée. Tout est question donc de communication. La collaboration des personnes, d'abord quand vous prenez la famille nucléaire entre femmes et hommes, et les femmes et mari et également les enfants. Alors là, toute relation entre cette famille nucléaire passe par la communication. Lorsque nous voulons négocier un marché, lorsque nous souhaiterons devenir une star, un influenceur, une influenceuse dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit à travers l'évangélisation, que ce soit à travers notre profession, tout cela passe par la communication. Alors, la communication se présente comme un signal qui part d'un îlot à un autre, c'est-à-dire d'un point à un autre. Il y a quelqu'un qui émet donc qui initie cette communication et également il y a l'autre qui reçoit et qui répond. Donc aujourd'hui, rien ne se passe dans le milieu professionnel sans la communication. Tout se passe dans la communication. Voilà pourquoi il est très important de toujours vraiment avoir de communication sur la communication, les techniques de communication parce qu'elle est très importante, elle est cruciale et c'est important quand même pour un leader qui veut bien encadrer, bien gérer tous ceux qui sont sous lui. Alors, aujourd'hui, 69%, selon une étude, des leaders déclarent ne pas être à l'aise pour communiquer avec leurs employés. Alors, quand le leader n'est pas être à l'aise, n'est pas pardon, à l'aise pour communiquer avec ses employés, cela voudra dire qu'il y a un problème. Quand on ne communique pas, la vision n'est pas partagée, la mission n'est pas partagée, et on ne sait pas vraiment là où on va. Voilà, donc c'est très important que le leader communique, ait une bonne stratégie de communication avec tous ceux-là qui sont ses collaborateurs, ceux qui travaillent avec lui. Nous avons plusieurs types de communication pour les leaders. Alors,
Le premier type de communication, c'est la communication non verbale. La communication non verbale, c'est en fait le langage du corps. Généralement, on dit souvent c'est le langage du corps, c'est le langage corporel. Et cela se fait sans aucune expression de mots. Donc, contrairement à la communication verbale que nous verrons plus tard, la communication non verbale se caractérise par une absence donc de mots. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de mots. C'est ça que nous appelons la communication non verbale. Et cela s'exprime donc par le langage du corps, le langage corporel. Quelle est son importance? Ce type de communication vient étayer le message par la répétition ou l'accentuation des mots prononcés. Alors, quand nous faisons de gestes, cela vient appuyer, en fait, accentuer les mots qui sortent. En quelque sorte, ce type de communication vient appuyer, en fait, la communication verbale. Donc, les gestes peuvent compléter la communication verbale en fournissant une information supplémentaire. C'est un atout favorable pour cerner la personnalité d'un individu. Quelqu'un qui veut communiquer, un leader qui veut communiquer avec ses collègues et qui reste comme une statuette debout et qui ne fait pas de geste, le message ne pourra vraiment pas passer. Alors nous voyons des communicateurs puissants, influents dans ce monde, par exemple notre surintendant général, lorsqu'il veut prêcher la parole de Dieu et veut donner une communication, nous voyons que tout est accompagné de gestuels, tout est accompagné réellement des gestes qui permettent de maîtriser, de cerner exactement tout ce qu'il est en train de dire. Alors, la communication non verbale permet de convaincre de manière aisée un public en adoptant une gestuelle, une posture et également des expressions physiques adéquates. Cela s'exprime de plusieurs manières et à travers plusieurs éléments. Alors, premièrement, c'est l'apparence physique. Il y a d'autres qui disent, voilà, ce que je porte importe peu, ce que je vois importe peu, la manière dont je sors. Mais tenez-vous bien, lorsque vous n'êtes même pas en position de leader et vous voulez aller vous aspirer à un poste, l'appel d'offres, l'appel à candidature a été lancé et vous envisagez postuler. Et en allant, vous portez peut-être une culotte où ça arrive presque au genou et vous laissez les cheveux comme les rastas ou bien vous mettez portez de boucles d'oreilles ou percez les narines et vous vous présentez le jour de l'entretien. L'apparence physique importe beaucoup. Quelqu'un qui veut vous confier réellement sa société ne pourra pas le faire lorsqu'on voit votre posture, votre présentation, votre apparence physique qui ressemble à l'apparence physique d'un cybercriminel, d'un drogué, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est le premier élément ou l'un des premiers éléments qui est bien visible d'une personne. Et cela englobe le style vestimentaire, les accessoires, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui reste comme maquillage, la coiffure et également. Alors, l'apparence physique a un rôle capital à jouer lorsque nous voulons communiquer. Et les couleurs sont également choisies parce qu'elles constituent donc un indicateur important dans la communication non verbale. Alors, il y a des secteurs, par exemple, quand vous les voyez les vendredis, ils ne portent que de tenues blanches. Alors, quand vous les voyez dans leur, on sait en même temps qu'ils appartiennent à telle catégorie donc, de sectes. Alors, donc, c'est très important, ça permet d'identifier, ça permet réellement d'être en harmonie également avec là où nous allons. Alors, la couleur terne, la couleur qui n'est pas vraiment extravagante, qui ne sort pas de l'ordinaire, ça permet d'avoir vraiment de tout ce qui est positif donc autour de nous. Après l'apparence physique, il y a également la voix. La voix est caractérisée par trois choses. Quand je parle de la voix ici, je ne parle pas de la communication, je ne parle pas de l'expression en fait de la voix, mais c'est en fait les composantes de la voix. Premièrement, nous avons la tonalité, c'est-à-dire l'intonation, le ton. Deuxièmement, nous avons la vitesse. La vitesse, en fait, le flux verbal. Et troisièmement, nous avons le volume. Le volume, c'est la quantité, si je vais dire, si je peux m'exprimer ainsi, la quantité de paroles donc, qui sortent de la bouche de quelqu'un. Et lorsque nous parlons de la tonalité, c'est en fait le
le premier ou la première caractéristique de la voix qui donne la vie et le sens aux mots que nous utilisons. Et quelqu'un qui parle, quand vous voyez quelqu'un qui parle de manière rapide, parlant de la vitesse, quelqu'un qui est rapide, qui saccage les mots, et parfois ça signe la nervosité et également le doute. Alors, lorsque nous sommes des leaders et nous voulons parler, et en voulant parler de toutes les façons, j'ai utilisé les mots qu'il faut, les phrases qu'il faut, tout ça, mais nous avons été très rapides et nous avons saccagé les mots. Cela peut vraiment provenir d'être d'un problème où on a été énervé par un collaborateur, on a été énervé par un employé et on décharge cela sur les autres et on parle de manière rapide, de manière saccagée. Et également, ça peut semer de doutes dans la tête, la confusion dans la tête donc de l'auditoire, de celui ou ceux-là qui nous écoutent. Alors que lorsque notre communication est bien posée, cela donne une certaine confiance en soi et également ça permet à l'auditoire, à nos agents, à nos employés, à nos dirigés, ou ceux-là que nous coordonnons, de maîtriser réellement le sujet. Alors, quand nous parlons de la troisième caractéristique de la voix, qui est le volume est à moduler en fonction de l'auditoire. Lorsque nous voulons parler à une seule personne qui est proche de nous, le collaborateur qui est proche de nous, il est seul, la parole à lui adresser, le volume de la parole n'est pas vraiment le même que si on est en face vraiment d'un grand public. Voilà. Donc, c'est à choisir, en fait, le volume de la parole est à choisir en fonction de l'auditoire ou de celui ou celle qui est devant nous. Alors, troisième chose, c'est la gestuelle et la posture. La gestuelle et la posture donnent des messages inconscients sur la personnalité et l'identité. Lorsque nous communiquons et nous sommes debout et nous sommes en train de communiquer, alors nous faisons des gestes. Nous adoptons des postures que nous ne maîtrisons pas. Nous ne pouvons pas contrôler cela. Alors, cela est inconscient et cela révèle parfois l'identité de quelqu'un. Quand vous prenez les bébés qui, à l'âge de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, vous allez voir à un moment donné, inconsciemment, le bébé envoie peut-être les 2 doigts dans la bouche, commence à sucer. Ça, en fait, c'est des gestes qui sont inconscients. Alors, si le communicant ou le communicateur n'arrive pas réellement à essayer de voir ce que je fais à la maison, avec devant les enfants, je suis devant mes employés maintenant, je suis devant le grand public. Est-ce que je dois encore utiliser la même posture? Est-ce que les mêmes gestes peuvent réellement aller? C'est à lui de savoir réellement comment modeler tout cela. Alors, la posture peut être contrôlée, mais les gestes qui viennent de façon instantanée, c'est généralement des messages inconscients et cela révèle qui est réellement la personnalité de celui qui est en train de parler et également son identité. La posture qu'adopte un individu envoie des signaux à son interlocuteur et la posture permet de considérer celui qui est devant ou vraiment de le déconsidérer. Par exemple, les bras croisés font référence à une attitude fermée. Et lorsque nous parlons de la gestuelle, sera traduit des informations sur l'état émotionnel dans lequel se trouve un individu. Par exemple, le simple fait de se frotter le nez ou de se passer la main dans les cheveux peut être le signe d'une anxiété ou d'un mensonge. Donc, lorsque nous communiquons, nous devons savoir qu'il y a des gestes qu'il faut éviter, il y a des postures qu'il faut éviter pour que le message passe réellement. Alors, quatrième élément qu'il faut considérer, c'est le regard. On dit souvent que le regard, c'est le miroir de l'âme. C'est le miroir de l'âme. Le regard est très, très important lorsque nous voulons que l'auditoire capte réellement ce que nous disons. On ne peut pas regarder le ciel, on ne peut pas faire, ou bien nous voulons communiquer. Il y a l'auditoire qui est devant nous, il y a nos agents qui sont devant nous, nos employés qui sont devant nous. Et voilà, nous baissons la tête, on regarde le sol alors que l'auditoire est devant, nous fixe. Il faut pouvoir regarder, jeter, parcourir l'auditoire, visage face par face, visage par face, rangé par rangé. Cela permet de faire passer le message et d'avoir un retour, voyez, un retour
réel et ça permet de savoir si l'auditoire suit ou pas. Alors, le regard peut être fixe, ça peut être également fuyant, distrait, tourné vers le bas ou le haut, ça peut être rieur. Lorsque nous voulons faire passer un message vraiment très important, capital, peut-être pour la vie de l'entreprise, pour la vie de la société, on ne veut pas adopter un regard rieur. On aborde un sujet très capital, mais l'auditoire commence à sourire. L'auditoire n'est pas concentré. Alors, c'est le regard que le leader montre ou affiche réellement à ceux qui l'écoutent ou le regardent. Le regard peut être également en sombre. Alors, le regard permet d'appuyer les messages qui sortent donc de notre bouche. Alors, en dehors de tout ça, il y a des manifestations physiologiques. Par exemple, les expressions faciales. L'expression faciale, nous ne contrôlons pas cela. Également, les mimiques, nous ne contrôlons pas à cela. Lorsque nous faisons, par exemple, des grimaces, de l'amour, par exemple, un sourire de coin de la bouche, cela n'est pas contrôlé. Les sourcils qui se relèvent à des moments donnés lorsque nous parlons, c'est tout ça, c'est des manifestations physiologiques qui sont incorporées dans la communication verbale, non verbale, pardon. Alors, à présent, après la communication non verbale, nous allons aborder la communication verbale. La communication verbale rassemble en fait tous les éléments linguistiques qui sont transmis par la voix. Et lorsque notre communication verbale, nous parlons, nous adressons des messages à une assemblée, à nos agents, et pour que cette communication soit efficace, cela doit tenir compte de certains aspects. Alors, premièrement, le message doit être clair, la clarté du message et le choix de la langue adaptée à l'auditoire. C'est très important. Il y a des structures où, lorsque vous êtes au comptoir ou bien vous voulez travailler, ceux qui viennent d'abord peut-être parlent beaucoup plus l'anglais. Il faut pouvoir adapter votre communication à ce langage, à cette linguistique. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Lorsque nous voulons parler, par exemple, nous allons dans les régions où les jeunes professionnels parlent la langue locale. Alors, on ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne s'exprime qu'en français dans ces zones-là pour faire des communications. Si on doit le faire, il faut prévoir les interprètes. Il faut que ça passe réellement. Il faut choisir la langue qui est vraiment adaptée à l'auditoire et également la vitesse à laquelle nous parlons. Généralement, on dit souvent celui qui parle, celui qui a le flux verbal plus rapide, c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet dont il est en train de parler. Alors, lorsque nous parlons de la communication verbale, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a la voix de celui qui communique, il y a le ton, il y a la prononciation, il y a le choix des mots et expressions. Voilà. Les mots doivent être vraiment adéquats. L'expression à utiliser doit être vraiment l'expression idoine qui correspond à la situation actuelle pour que le message passe sans aucune confusion. La langue des signes. Alors, autre chose, il faut prêter attention au ton utilisé et selon les personnes que nous dirigeons. Alors, il y a des gens peut-être qui ont étudié, qui sont des jeunes professionnels, réellement. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Et lorsque nous passons l'information, le niveau de compréhension diffère. Il va falloir faire beaucoup attention pour que chaque niveau puisse maîtriser ou comprendre au moins le message que nous passons, que ce soit au sein de l'Église, dans le ministère le Forum des jeunes professionnels, que ce soit dans nos différentes professions. Nous devons passer ce message pour que du planton, par exemple, c'est une réunion générale qui réunit toutes les couches de la société, tous les niveaux tous les départements de la société, que ce soit le planton, l'agent le vigile jusqu'au directeur, que chacun puisse vraiment maîtriser le sujet dont il s'agit. Alors, contrôler le débit de parole et le volume de sa voix pour être intelligible, pour être bien cerné, pour être bien compris par l'auditoire. Et il faut s'exprimer de manière claire et de manière fluide. Si nous avons des gens qui sont vraiment des professionnels, mais qui n'arrivent pas à comprendre réellement ce que nous disons,
il est difficile déjà d'utiliser de gros mots pour montrer que c'est nous qui savons parler ou bien non. Donc, la communication, pour qu'elle soit réellement intelligible, pour qu'elle soit réellement compréhensible, cela ne veut pas dire forcément que nous allons fouiller les dictionnaires Larousse pour appliquer, pour allier de gros mots. Non. Même de français terre à terre, très simple, peut permettre réellement à l'auditoire de mieux comprendre. N'oubliez pas l'essentiel ici, c'est que nous avons un message à faire passer. La communication, en fait, véhicule un message. Et nous voulons, l'objectif, c'est que l'auditoire capte le message et que nous ayons un résultat en retour. Alors, il faut bien articuler également les mots. Il faut être en mesure d'argumenter et de convaincre. Ça, c'est très important dans la communication verbale. Il faut convaincre. Il faut pouvoir convaincre, ne serait-ce qu'avec les gestes, les postures, avec tout ce que nous faisons, nous devons pouvoir convaincre. C'est pourquoi il faut veiller sur le ton à utiliser, la tonalité et également le flux ne doit pas être vraiment assez rapide. Et il faut utiliser un vocabulaire adéquat qui est simple à maîtriser et à comprendre par l'auditoire. Il faut maîtriser également l'éthique de langage. Il faut faire appel à des expressions et des mots positifs. Un leader qui réunit ses employés et tout le temps, c'est de dire, ah, vraiment, la manière dont je vois cette entreprise en train d'évoluer, je ne pense pas que nous puissions faire le chiffre d'affaires du mois dernier. Je ne pense pas que nous puissions relever le défi. Je ne pense pas, je ne pense pas. Lui, il est toujours avec des mots négatifs dans la bouche. Ce leader, par exemple, est en train de diriger peu à peu, de conduire peu à peu ses collaborateurs dans le gouffre. Et ça, ce n'est pas du tout. Donc, il faut vraiment utiliser des expressions et des mots positifs. Et c'est en utilisant ces mots positifs que le leader puisse vraiment impacter et insérer vraiment cette attitude-là dans la vie et dans la tête, dans la pensée de tous ceux-là qu'il dirige. Et lorsque nous sommes amenés à faire une réunion, à organiser une communication avec nos dirigeants, nos employés, ou également ceux qui sont sur nous, nous devons éviter de garder la parole pour un bon moment. Ça, je pense qu'on dit souvent que c'est en fait je ne vais pas dire que c'est la dictature, mais le fait de ne pas écouter ses collaborateurs, cela ne permet pas de voir réellement tous les problèmes ou d'appréhender tous les problèmes de la structure, tous les problèmes de, de l'organisation ou de l'association dans laquelle nous travaillons. Donc, ne pas mobiliser le temps de parole dans une réunion. Il faut permettre aussi à ceux que nous dirigeons de donner leur opinion. Voilà, quel que soit leur niveau dans la pyramide, dans la chaîne, celui qu'on considère être au bas de la pyramide peut donner une opinion qui va vraiment, vraiment révolutionner l'association, l'organisation ou bien même l'entreprise là où nous sommes établis. À part la communication verbale, nous avons l'écoute. L'écoute est le point de départ de la communication. Lorsque nous voulons communiquer, nous attendons, nous espérons un retour. Alors, si le leader ne sait pas écouter, la communication ne sera plus vraiment, n'aura plus son sens, mais ce sera une information. Alors, lorsque vous parlez et vous n'avez pas le retour, vous n'êtes pas assez patient pour avoir le retour, vous avez donné une information, mais vous n'avez pas le retour, ce n'est plus une communication. La communication, elle est en fait interactive. Et c'est le point de départ. L'écoute est le point de départ de toute communication. Et les leaders se doivent d'être à l'écoute de leurs collaborateurs, de ce qui se passe au sein de leur association et également ne pas perdre de vue ce qui se passe dans le reste du monde. Parce que pour les gens qui travaillent dans le domaine financier, par exemple, lorsqu'on dit qu'il y a le taux de change qui a augmenté hier nuit et vous n'êtes pas informé alors que vous deviez peut-être faire des échanges le lendemain, vous appliquez le taux de la veille, vous êtes parti peut-être pour faire de pertes dans la journée. Alors, les informations capitales applicables à votre domaine aussi peuvent venir du monde et cela peut réellement aider. Alors, donc, ça permet d'avoir le feedback ou le retour
de nos collaborateurs. Et pour ce faire, ils doivent posséder d'excellentes capacités d'écoute. Alors, chaque leader, n'importe quel niveau où on est établi, nous devons tout faire pour avoir réellement cette capacité d'écoute. Ça permet de faire un point, de savoir ce qui se passe là où nous sommes. Ça permet également de savoir peut-être les difficultés de chaque agent, de chaque employé, de chaque collaborateur, à n'importe quel endroit donné, les difficultés qu'ils traversent. Mais si nous sommes fermés sur nous-mêmes, c'est nous qui portons l'information, nous n'avons pas le retour, on n'a pas l'écoute, on n'a pas vraiment le feedback, les problèmes vont persister, les solutions ne seront pas là. Et lorsque peut-être le propriétaire ou le fondé de la structure viendra un jour, il verra que voilà, nous n'étions pas capables de régler les problèmes qui sont au sein de la société. Il va avoir des problèmes, sera surpris de voir des problèmes qui ont déjà fait des années, qui ont déjà fait plusieurs années sans vraiment être résolus. Alors, nous devons parvenir en tant que leader à développer notre capacité d'écoute. Et cela suppose de l'entraînement quotidien. Régulièrement, nous devons nous entraîner. Est-ce que je viens d'écouter mon collaborateur? Est-ce que vraiment je l'ai compris du début jusqu'à la fin? Est-ce que j'ai pris le temps de cerner la profondeur de sa parole, de tout ce qu'il m'a dit? Alors, pour arriver à ce niveau, il y a des points à considérer et avoir vraiment notre écoute bien améliorée. Premièrement, nous devons écouter globalement. Quand je dis écouter globalement, c'est que il faut écouter ce que la personne dit. Il faut considérer également la gestuelle, la posture de celui qui est venu parler avec nous. Alors, d'abord, la communication verbale et la communication non verbale doivent être considérées lorsque nous voulons réellement écouter nos collaborateurs. C'est très important. Nous devons avoir une vue globale quand la personne vient et essayer de comprendre tout ce qui se dit. Alors, il faut s'écouter soi-même. Il faut s'écouter soi-même. Il y a un travail à faire, un travail personnel à faire sur la gestion des émotions. Il y a des leaders, lorsque ils ont l'information, voilà, qu'il y a ce problème au niveau de tel collaborateur, ils s'enflamment. En même temps, ils s'enflamment. Ils n'arrivent plus à maîtriser leurs émotions. Et cela constitue un obstacle parce que sous l'effet de la colère, ils prennent une décision. Et cette décision ne règle jamais, de façon, selon l'expérience, ne règle pas les problèmes. Alors, ils ne se calment pas, ils n'arrivent pas à vérifier réellement est-ce que l'information que j'ai eue, elle est vraie, ou bien même affronter les deux camps pour voir telle personne est venue parler de tel agent, de tel collaborateur. Est-ce que c'est vraiment réel ce qui a été dit? Alors, je vous confronte. Lui, il vient, l'autre vient aussi. Alors, répète ce que tu as dit devant ton collaborateur. Parfois, c'est des mensonges parce que vraiment, on convoite le poste de telle ou telle personne. Alors, donc, nous devons savoir gérer en tant que leader nos émotions pour ne pas mal juger en fait les situations ou mal conclure les situations qui sont devant nous. Et nous devons être disponibles. Quand je dis disponible, c'est vrai, nous créons en tant que leader, nous créons un temps pour recevoir nos collaborateurs, pour les écouter. Mais si l'esprit n'est pas là, l'esprit n'est pas là pour vraiment comprendre, voilà, on sera disponible physiquement, mais la tête est ailleurs. Nous devons comprendre qu'une petite situation qui n'est pas réglée aujourd'hui peut vraiment prendre d'ampleur et embraser tous les compartiments de notre activité et demain. C'est un peu comme la plaie gangrénée. Bon, quand ça prend, il faut arrêter immédiatement cela pour que ça n'infecte pas les autres agents qui travaillent. Alors, il faut être disponible, comme je l'ai dit. Il faut regarder l'interlocuteur comme s'il était, voilà, comme l'a dit Camille Sfez. Voilà, quand vous regardez un film et vous voyez le personnage principal, à chaque fois quand il y a la page qui tourne au niveau de la télé, votre cerveau veut voir réellement le personnage principal. C'est lui que l'esprit capte d'abord. Alors, lorsque vous êtes disponible, et dans votre esprit, vous êtes disponible, vous regardez l'interlocuteur, le collaborateur qui vient parler avec vous comme vraiment quelqu'un qui est un personnage principal. Et vous efforcez de faire taire certaines voix qui vont venir lorsque des commentaires, quand ça vient comme ça, il vient expliquer une situation, désolé, j'ai mal fait telle chose, avant même qu'il n'aille jusqu'à la fin présenter ses excuses, il y a des voix qui vous parviendront, voilà, je dois le renvoyer lui, je dois le renvoyer, il ne fera plus partie des équipes. Nous devons tout faire pour taire
ces voix et dit non également au cynisme, à la peur. Et ce sont ces voix qui nous empêchent d'être vraiment ouverts à ce que nos collaborateurs nous disent en tant que leaders. Donc, le fait d'être vraiment rapide à conclure sans attendre que le collaborateur aille jusqu'à la fin de ses idées, jusqu'à la fin de sa parole, cela peut amener donc à créer d'autres soucis dans la structure, dans l'organisation. Alors, pour avoir une bonne écoute, il faut choisir le lieu. Donc, tout lieu n'est pas convenable pour écouter ses collaborateurs. C'est comme si nous voulons parler aux enfants maintenant, nous venons au salon, nous allumons la télé, nous mettons le volume et nous disons que nous voulons conseiller les enfants. C'est de la même manière dans nos associations et également dans nos lieux professionnels. Lorsque nous voulons parler, nous voulons faire passer un message, nous devons chercher le lieu adéquat, le lieu convenable pour que l'écoute soit vraiment au top et que les gens puissent nous cerner. Et quand on a besoin d'écouter, il est important de le faire dans un environnement qui convient réellement à ce que nous voulons dire. Alors, l'erreur que beaucoup de leaders font également, c'est que toute parole qui leur parvient, ils prennent cette parole comme parole de l'évangile, comme parole, c'est-à-dire c'est déjà ça, ou bien on choisit un employé sans qu'on ne le maîtrise vraiment pas assez, on dit voilà tout ce que lui dit, c'est vrai tout ce qu'il dit, même s'il vient mentir sur les autres collègues, on accepte en même temps, sans vérifier si c'est réel. Alors nous devons faire le tri en tant que leader de tout, dans tout ce que les gens nous disent, dans tout ce qui nous parvient, nous devons faire le tri, faire la différence entre ce qui relève des faits, ce qui relève du ressenti et également ce qui relève du jugement quand ils viennent. Nous devons chercher des aspects factuels également. Donc, la capacité à entendre les différents niveaux de discours est vraiment cruciale pour arriver à communiquer de façon efficace et constructive. Donc, nous devons être patients pour écouter chaque niveau de discours, chaque niveau de parole quand quelqu'un est devant nous et la personne est en train de parler. En tant que leader, nous devons l'écouter et cela va nous permettre réellement de prendre des décisions très efficaces et constructives pour la vie de l'association ou la vie donc de la société. Alors, autre type de communication, la communication écrite. Alors ici, tout se fait par écrit. Tout se fait par écrit, ça peut être pas des paroles, ça peut être pas des images et tout ce que nous savons. Et la communication écrite, quel que soit l'aspect que cela présente, quelle que soit la forme que cela présente, elle doit être lisible pour encourager en fait la lecture et également favoriser la compréhension et faciliter la mémorisation. C'est très important. Or, ici, il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être avec notre temps, on ne pourra pas tout dire. Mais la communication écrite, c'est beaucoup plus dans les entreprises où il faut sortir des notes de service, voilà, tout ça doit être fait sans aucune ambiguïté, ça doit être fait avec clarté pour faciliter réellement la lecture et également ça permettra la compréhension et que le message puisse réellement passer. Alors, la communication aussi est très importante à travers la manière dont nous nous comportons. Nos collaborateurs lisent en nous nos comportements, ils voient réellement, ils observent et parfois il y a des employés qui veulent imiter ou qui cherchent à imiter comment le leader se comporte au sein de la structure. Alors, quand un leader est vraiment honnête, il est juste et il y a quelqu'un qui voit réellement que vraiment ce leader, j'aime la manière dont il fait, j'aime bien son comportement. Parfois, c'est un moyen de communication. Voilà, ça permet d'influencer la vie des autres, ça permet de donner, de communiquer, ça permet de donner un aspect positif, de changer la vie, d'impacter la vie des autres. Alors, les gens attendent de leurs leaders qu'ils incarnent les valeurs et qu'ils montrent à leurs agents ou employés le comportement à adopter. C'est très important lorsque nous sommes des leaders. Nous devons vraiment savoir que les autres lisent ce que nous faisons. Ils lisent nos comportements, notre manière de faire. Cela signifie que tous les comportements et actions du manager sur le lieu de travail donc, sont une forme de communication. Un leader ancré dans la bagarre, par exemple, ne peut que former des individus à son image et il sera incapable donc de résoudre les conflits interpersonnels au sein de sa structure.
Alors, à présent, nous allons aborder les 7 techniques de communication de leadership efficace. Premièrement, il faut penser à ce que vous visez. Alors, il y a toujours un résultat qui est visé lorsque nous voulons passer une communication. Il faut avoir à l'esprit le résultat escompté lorsque nous voulons faire cette communication. Cela aide à formuler le message de la bonne manière il faut réellement pour que l'auditoire puisse comprendre, pour que celui qui est proche de nous, à qui nous voulons adresser la parole, puisse comprendre, pour que nos employés puissent comprendre ce que nous voulons dire. Nous devons penser à ce que nous visons. Si c'est une correction, il y a un problème, il y a une situation que nous voulons corriger, le message doit aller dans ce sens. Voilà. Quelqu'un qui, bon, sort seulement de son coin, il dit, voilà, je vais faire passer un message sans aucun objectif. Il va parler, il va communiquer, mais sur cette communication n'aura vraiment pas d'efficacité et n'aura vraiment aucun objectif. Alors, deuxième chose, mettez-vous à la place du destinataire. C'est très important. Avant de faire passer une communication, alors demandez-vous si j'étais à la place de l'auditoire, de celui-là, de l'auditeur, comment réagirais-je par rapport à ce message, à la réception d'un tel message ou d'un mail ou vraiment si je participe à telle conversation, comment est-ce que je pourrais réagir? C'est très important avant de donner une communication. Une communication mal donnée peut être également source de conflit. Ah là, le dirigeant, le leader a parlé comme ça, il a dit telle chose la fois dernière, alors qu'il ne devait pas dire ça, ou bien c'est à moi, il s'adresse indirectement, c'est à moi, il parle, et cela peut être encore source de tension au milieu professionnel. C'est très important. Alors, troisième technique, il faut utiliser de bons outils au bon moment. Alors, un message qui doit être passé verbalement et on s'accroche par exemple au mail, on commence à écrire le mail, on dit qu'on doit envoyer le mail, alors que avec une séance de 5 minutes, on peut déjà vider cela. Alors, donc, il faut choisir les bons outils au bon moment. Un message, peut-être, on sait que ce canal n'est pas lu par tout le monde et on veut faire passer un message que tous les responsables qui sont sous nous doivent vraiment lire et comprendre et on va chercher peut-être un canal où vraiment les gens ne sont pas connectés régulièrement, où les gens ne lisent même pas leur mail. Je pense que cette communication est déjà mal partie et ne pourra vraiment pas connaître de succès. Donc, il y a plusieurs options. Et aujourd'hui, parfois, il est difficile de savoir quel est l'outil de communication efficace utilisé et par rapport à l'objectif visé. Alors, il ne faut pas oublier aussi que le choix de la langue est très, très important et il est révélateur parce que c'est ça qui va réellement donner ou envoyer l'information que nous voulons partager. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il faut penser à ce que nous visons, aux résultats attendus. Il faut se mettre à la place du destinataire. Il faut utiliser le bon outil au bon moment et également la langue qui est vraiment adaptée. Alors, quatrième chose, il faut vraiment faire preuve d'empathie. Il faut s'identifier dans ce que l'autre ressent. Il faut s'identifier dans ce que notre collaborateur, celui qui est sur nous, ce qu'il ressent. Vous voyez, parfois, quand on est déjà anxieux, quand on est stressé, on n'arrive plus à penser comme cela se doit. Vous voyez, dans cette situation, il est nécessaire d'apaiser les inquiétudes et les craintes de vos employés ou de vos dirigés avant de leur donner les instructions. Alors, il faut rester à leur place, il faut vraiment ressentir. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, quelle est leur pensée, comment est-ce qu'ils pensent, ainsi de suite, pour savoir réellement comment communiquer avec un leader qui ne maîtrise pas réellement ses collaborateurs, ne pourra pas communiquer avec ces gens. Alors, cinquième technique, devez mettre la main à la pâte. On ne doit pas être des leaders qui disent allez-y, faites ça, allez-y, faites ça, allez-y, faites ça. Et il n'a jamais fait, il n'a jamais montré l'exemple, il n'a jamais fait la pratique lui-même. Un leader est devant et dit aux autres posez les pieds sur l'empreinte de mes pieds, posez les pas sur l'empreinte de mon pied, suivez-moi, mettez les pieds là où je mets les pieds, il y a de l'eau, mettez les pieds au début, à la fin, ainsi de suite, observez telle chose. Un bon leader met la main à la pâte lui-même et montre aux autres comment
cela se passe. Ce que le leader fait parle plus que ce qu'il dit. C'est pourquoi il doit également travailler. Il doit être quelqu'un qui travaille, il doit être un laborieux. Un leader qui est paresseux ne pourra pas avoir les résultats qu'il attend. Lui-même ne travaille pas, mais il est là seulement pour parler. Il doit travailler. Alors, les gens regarderont ce que le leader fait aussi bien ce qu'il dit. Alors, le comportement d'un vrai leader fait partie de nos meilleurs leviers de communication. C'est très important. Notre comportement, notre manière de faire, lorsque nous prenons le devant des choses et nous disons, allons-y, nous allons faire, allons-y, nous allons faire, voilà, voilà comment nous allons procéder. Et nous sommes devant également et nous faisons cela, nous réussirons toujours. Et les gens vont voir en nous le modèle de quelqu'un qui est vraiment un technicien, quelqu'un qui maîtrise quelqu'un qu'on peut imiter. Notre leader ne nous dit pas faites ça seulement, et il va dormir, mais lui-même, il le fait. Alors, donc, sixième technique, c'est en fait écouter. L'écoute active est essentielle pour renforcer son leadership. Alors, il y a 36, il y a une étude américaine qui a montré que 36% des collaborateurs, des travailleurs, donc, sont insatisfaits parce que quoi? Ils manquent d'écoute. Le leader ne les écoute pas. Et ils se disent vraiment, ils sont, quel que soit le salaire qu'on leur proposait, les 36% n'étaient pas satisfaits. Alors, pour réduire ce pourcentage d'insatisfaction, il faut que le leader vraiment écoute activement ses collaborateurs. Septième technique, c'est la constance dans la communication. On ne peut pas dire, voilà, j'ai communiqué aujourd'hui pour régler cette situation conflictuelle. C'est fini, le mois, dans 6 mois ou l'année prochaine ou la fin de l'année, nous allons encore communiquer. Non, le dirigeant doit communiquer et ne doit jamais s'arrêter de communiquer tant que la société ou l'organisation ou l'association est toujours en vie. Et il y a une étude qui montre également que 80% des travailleurs manquent de communication. C'est-à-dire, les leaders ne communiquent pas avec, ils ne communiquent qu'avec 20% de leur travail. Comme ça veut dire que c'est un message qui doit passer. Le message passe par environ 20% et le résultat attendu ne peut jamais atteindre 50%. Voilà. Alors, voilà un peu résumé les 7 techniques donc, de communication efficace des leaders. Alors, malgré tout ce que nous avons vu, malgré la manière dont nous devons communiquer, il y a des gens qui adoptent, qui font tout ça régulièrement, la posture gestuelle, tout ce qu'il faut quand même pour que la communication passe, le message passe. Mais malgré ça, il y a toujours parfois des tensions, il y a toujours des situations de conflit, des mésententes entre les collaborateurs. Comment est-ce que nous pouvons gérer cela en tant que leader? Alors, lorsque nous parlons de conflit, je vais beaucoup plus m'appesantir sur le milieu professionnel. C'est en fait, comme je l'ai dit tantôt, un petit problème qui a été maltraité par le leader ou bien qui n'a pas vraiment été traité à temps. Alors, ça, c'est la conséquence néfaste de ce problème-là qui génère et qui devient un conflit dans le milieu professionnel. C'est comme un feu de paille qui commence dans un endroit où il y a des arbres qui sont secs, il y a des feuilles sèches tout autour. Cela embrase. Et après, on se demande même si c'est ce petit feu-là qui a embrasé toute une forêt. C'est comme ça. Et cela peut mettre vraiment en danger même la vie de la société. Alors, donc, le conflit en milieu professionnel est la conséquence néfaste d'un problème souvent simple qui n'est pas traité à temps ou qui est mal traité. Et nous avons plusieurs types de conflits et à chaque type de conflit est associé ou sont associées plusieurs causes. Alors, on va voir 3 types de conflits. Là, avant le conflit destructif. Alors, à ce niveau, par exemple, lorsque vous travaillez dans une société où vous voyez que, ou bien vous êtes dans une profession, tous ceux qui travaillent avec vous, c'est la compétition. Vraiment, lui ne doit pas prendre ma place. Et pourquoi c'est lui qui a été nommé? Pourquoi pas moi? Pourquoi, voilà. C'est une compétition qui est de nature à détruire
réellement votre société et cela détruit également les gens que vous dirigez, les gens sur qui vous avez été établi. Alors, les gens viendront pour détruire leur, leur, leur protagoniste et également ils vont essayer de dévaloriser le travail de leurs compétiteurs. Alors, ils vont dévaloriser son travail auprès du leadership. C'est au leadership maintenant de savoir comment départager les choses. Nous allons voir plus tard le règlement donc, de ces situations conflictuelles en milieu professionnel. Le conflit destructif, comme son nom le dit, cela détruit réellement la société. Alors, deuxième type de conflit, nous avons le conflit d'intérêt et de pouvoir. Ici, on parle surtout d'un collaborateur qui vraiment pense toujours à avoir un intérêt et il cherche à dévaloriser l'autre. Pour lui, c'est son intérêt ou rien. Il ne cherche pas, c'est son poste. Il veut avoir le pouvoir plus que tout le monde dans la société. Alors, donc, quand vous voyez cela, vraiment, ça peut, si vous ne mettez pas, le leader ne met pas fin à ces situations, le plus tôt possible, le plus rapidement possible, cela peut dégénérer et amener à un conflit qui peut-être sera difficile à gérer et plus tard. Rappelez-vous, prévenir mieux faut que guérir, vaut mieux que guérir, pardon. Alors, les conflits de génération et également d'opinion. Alors, lorsque les collaborateurs travaillent ensemble, à un moment donné, ils n'arrivent pas à s'entendre. À un moment donné, sur une vision donnée, et vraiment, les avis sont divergents et ils ne veulent pas se comprendre. Et personne n'est vraiment humble parmi les deux pour dire, voilà, moi je m'étais ou je m'incline, je me penche pour qu'on puisse vraiment adopter ce que tu as dit ou voilà. Donc, ça peut générer entre les deux parties ou entre plusieurs parties au point où les gens ne vont pas s'entendre. Et vous allez voir, dans la même société où les gens travaillent pour le même but, le but c'est que la société peut-être grandisse, progresse ou que la société fasse plus de chiffre d'affaires que l'année dernière, voilà, de turnover plus que l'année dernière, vous allez voir que les gens commencent à avoir de poches de résistance, de combat entre eux, comme si vraiment ce chiffre d'affaires-là venait directement dans leur... C'est au leader, cela revient au leader de leur expliquer tout cela. Nous allons dans la même direction, nous avons la même vision, nous avons la même mission, les mêmes objectifs. Donc, c'est de faire progresser la société. Il ne sert à rien de s'affronter, il ne sert à rien de vraiment se rentrer dedans, se créer des problèmes comme si la société vraiment leur appartenait. Alors, en tant que leader, comment est-ce que nous pouvons manager les conflits lorsque nous sommes dans une organisation, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos milieux de travail, comment est-ce que nous pouvons gérer les cas de conflit qui sont monnaie courante vraiment dans nos sociétés, dans nos administrations aujourd'hui? Alors, premièrement, le manager a le devoir de neutralité et d'écoute. C'est très important. C'est très, très, très important. Alors, il ne doit prendre parti pour personne. Il vient comme quelqu'un qui n'a jamais été informé de la situation et il pose la question aux deux personnes et chacun prend la parole pour expliquer réellement sa vision des choses. Et jusque-là, il reste toujours neutre. Et il doit savoir écouter les deux parties. Et devant les deux parties ou les parties opposées, il ne doit pas prendre la parole en même temps pour dire, voilà, toi tu as tort, toi tu as raison. Et il tranche de façon rapide sans même voir sans penser à la répercussion que cela pourrait avoir. Parce que trancher immédiatement, sans prendre le temps de réfléchir, d'analyser les deux versions réellement, cela peut vraiment envoyer des frustrations. Cela peut empêcher à l'autre camp, peut-être qui était auparavant actif dans le travail, de baisser les bras et cela va jouer également sur la rentabilité. Alors, deuxième chose qu'il faut considérer, il faut pouvoir comprendre et utiliser les émotions pour un meilleur management des conflits. Il faut mettre en lumière les besoins cachés des collaborateurs. C'est très important. Et le manager, le leader, le dirigeant d'équipe
doit faire jouer son intelligence émotionnelle et son empathie pour mieux comprendre l'employé qu'il a en face de lui. C'est extrêmement important. Il faut, même s'il explique une première fois, le leader ne comprend pas, il ne sera pas fatigué de répéter autant de fois qu'il faut pour maîtriser le sujet et bien trancher. N'oubliez pas, nous sommes des leaders chrétiens par la grâce de Dieu. Nous ne devons pas prendre ce qui est injuste pour le juste et nous ne devons pas prendre ce qui est juste pour injuste. Nous devons tout faire pour que vraiment la lumière soit faite et que le bon côté soit gardé. C'est très important. Donc, il conviendra d'adopter le bon comportement en fonction de l'émotion ressentie par l'employé. C'est très important. Même il y a des fois, l'employé est fautif, mais nous n'agissons pas immédiatement. Nous prenons le temps de l'observer, nous prenons le temps de voir quelle est la décision que nous pouvons prendre. Rassurez-vous, un collaborateur que vous renvoyez, peut-être pour faute ou insuffisance, tout ça, il ne va pas se corriger ailleurs. Ce n'est pas ailleurs qu'il va se corriger. Alors, vous pouvez contribuer à son amélioration, vous pouvez contribuer donc à son apprentissage pour qu'il soit quand même complet, pour qu'il devienne ce que vous voulez. Voilà. Donc, quatrième chose qu'il faut également considérer, il faut renouer les relations grâce à la communication. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il faut reconstruire le dialogue. Les parties qui étaient autrefois opposées, les protagonistes, les antagonistes, ils ne se saluent peut-être pas lorsque vous les amenez sur table et vous discutez et vous trouvez une solution par rapport à cela. Il faut maintenant reconstruire. Il faut rétablir maintenant le dialogue entre les parties opposées pour que ces parties-là reprennent le travail ensemble. Parce que quand le leader est là, les employés font semblant de travailler ensemble, de collaborer ensemble. Mais une fois que vous quittez là, vous ne savez pas tout ce qui se passe. Peut-être qu'ils ne se parlent pas et puis quelqu'un vient pour gérer une situation peut-être qui sera profitable pour la société. La personne, l'interlocuteur direct qui est là, d'abord ne maîtrise pas, au lieu d'appeler son second, mais parce qu'ils ne se parlent pas et le leader n'est pas là, on dit voilà, nous on ne fait pas ça ici, ou nous n'avons pas ça, on ne fait pas cette activité ici, ce service-là n'est pas disponible chez nous, alors que le service est bien disponible. Mais comme il n'arrive pas à le traiter, celui qui traite le service, il ne s'entend pas, il est bien présent dans la boîte, mais il dit en même temps au client, voilà, ce service n'est pas disponible. Cela ne fait que détruire, dégrader la structure, réduit donc le chiffre d'affaires de la société. Donc, il faut pouvoir ramener toutes les parties à table pour qu'ils comprennent et qu'ils reprennent le dialogue et également la collaboration à nouveau. C'est extrêmement important. Alors, toujours dans la gestion de conflits, la dernière chose que j'ai prévue ici, savoir tirer des enseignements du bon management du conflit au travail. Alors, il faut pouvoir tirer de tout ce qui s'est passé, ce type de conflit que nous avons vu tout à l'heure. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer en tant que leader? Le leader doit tirer des leçons et essayer de communiquer sur ces leçons tirées-là pour que de tels cas de situation ne se répètent plus dans la société. Alors, il doit communiquer, il doit parler, il doit partager réellement et montrer aux collaborateurs clairement la source, la genèse réellement de ce conflit-là et ce que ce conflit-là est devenu, comment ça a été réglé et si éventuellement le feu n'était pas éteint, comment cela pourrait embraser les eaux de la société et comment cela pourrait mettre en danger la vie donc de la société. Il faut communiquer sur cela et ça permet d'éteindre et d'être au même niveau d'information et ça a un effet également prophylactique préventif pour éviter que les mêmes choses se répètent les fois à venir. Alors, pour finir, toute situation, je partage ceci avec vous, toute situation conflictuelle a toujours des solutions pour sa bonne résolution. Il revient au leader de savoir quel type de style adopter et sur quelle piste jouer. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci. Merci énormément aux communicants. Merci beaucoup pour cette présentation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et énormément.
Bon, comme je l'avais dit au début, hein, nous voulons vous voir un peu. Euh, si vous OK, il n'y a pas de pouvez problème. activer votre vidéo pour qu'on puisse vous voir, ça serait assez intéressant. OK, Donc, je fais tout de nous suite. sommes au moment des questions. J'avoue que la communication m'a personnellement beaucoup captivé euh, avec tout ce qui a été dit. Et je pense que ça a été un bon choix pour les organisateurs de ce programme de pouvoir placer cette communication au premier jour et d'inviter le président du Bénin, hein, le président, pas du pays, hein, le président le président du Forum des jeunes professionnels du Bénin pour pouvoir passer cette communication. À l'entrée, le président a dit quelque chose a cité l'auteur Wendy Rose, qui a dit que tout est question de communication. Je pense que j'ai assez apprécié cela et ça s'est retrouvé un peu dans les 7 techniques de communication que le président nous a présentées. Et notamment, moi, j'ai beaucoup aimé les trois dernières techniques. C'est vrai que toutes les techniques sont assez valables, mais particulièrement, j'ai beaucoup aimé les 3 dernières techniques qui nous demandent de mettre la main à la pâte, d'écouter, l'écoute active et la communication constante. C'est-à-dire que le leader doit être toujours en contact avec ceux qu'ils sont en train de diriger. Ensuite, la deuxième partie qui nous a parlé de conflit, de gestion de conflit. Et le président l'a dit, vous pouvez beau communiquer, vous pouvez être une très bonne personne, vous pouvez avoir une très bonne équipe, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de temps à autre des conflits. Et il y a différents types de conflits, des causes de conflits. Et forcément, lorsque nous sommes en équipe, ça viendra de temps à autre. Donc, à nous de maîtriser les techniques que le président nous a communiquées pour pouvoir gérer ces conflits et souder notre équipe et l'amener les, à accomplir les objectifs pour lesquels nous sommes rassemblés. Donc, une fois encore, merci beaucoup, Président, pour cette communication. Je crois que le message est très bien passé. Le message est très bien passé et nous avons été agréablement surpris par tout ce qui a été présenté. Ça va quand même. Je parle au nom de ceux qui ont suivi. Ça va au-delà quand même de nos attentes. Merci beaucoup. Je pense que toute bonne communication peut occasionner quelques questions. Donc, nous allons essayer de prendre les questions des participants. J'annonce que les questions peuvent passer par écrit. Donc, vous pouvez laisser dans le chat des questions que je vais reprendre au président. Mais ceux qui veulent aller oralement, vous pouvez lever la main pour poser vos questions. Donc, j'ai une première question. Président, il y a un responsable de chapitre du nom du frère Essa qui demande, que pensez-vous de l'emploi de la dictature de temps à autre pour un leader à dictature? OK? Bon, en attendant de recevoir les autres questions, je vous laisse répondre à cette question. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Alors, je remercie le frère Essor pour sa question. L'emploi de la dictature de temps à autre. Alors, je pense que peut-être le mot est un peu mal placé, hein, parce que quand nous parlons de la dictature, nous savons bien tout ce qui se passe, c'est que la dictature, c'est en quelque sorte, même si nous voyons le bon côté, et comme je suis le leader,
et je soutiens le mauvais côté, je fais tout pour faire passer mon mauvais côté et je m'impose et c'est ça qui passe. Alors, la dictature, généralement, quel que soit le côté où le leader vous regarde ou quelle que soit son opinion, il faut tout faire pour que ça soit passe. Que ça passe, voilà. Ça peut être destructif, comme ça peut être constructif. Comme c'est le leader qui a parlé, ça passe. C'est comme ça que je vois le mot dictature. Alors, lorsque nous revenons dans notre contexte ici, où on parle d'un bon management de la structure, de l'organisation, ainsi de suite, en tant qu'un bon leader, alors je pense qu'on peut s'imposer à un moment donné sans réellement appliquer la dictature. Alors, qu'est-ce que cela voudra dire? Lorsque vous avez de l'expérience, vous savez que ce que vous soutenez, le côté que vous soutenez, ce côté est réel. Votre opinion est réelle. Et vous avez la ferme conviction. Vous avez déjà d'expérience que si vous suivez vraiment la majorité, la majorité de ceux que vous dirigez soutiennent vraiment un côté A et vous soutenez le côté B et vous êtes mordicus sur ce côté, je pense qu'à un moment donné, ils vont dire que c'est la dictature, mais vous devez trancher parce que c'est la vie de la société qui est réellement en jeu. Alors, voilà un peu ce qu'on peut appeler, si vous voulez, dictature d'un un bon leader. Voilà. Mais la dictature, comme cela est appliqué aujourd'hui, c'est que comme c'est moi le leader, j'ai parlé, quelles que soient les conséquences, même si je vois que c'est mauvais, c'est ce que je dis qui passe. Voilà. La dictature, c'est quelqu'un qui ne veut pas écouter l'avis des autres. Quel que soit le sens, la direction, lui, il tranche et puis c'est son avis qui passe. Voilà. Donc, de temps en temps, on s'impose, mais sans vraiment appliquer le mauvais côté de la dictature. Voilà. Donc, c'est ce que je peux répondre à votre question, frère et sœur. J'espère que vous avez compris. Ok, merci beaucoup, Président, pour la réponse. Le frère ça, votre réaction, est-ce que c'est compris? Ok, le frère ça dit c'est vraiment compris. Merci. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si le président le permet, je vais faire un petit commentaire sur sa question D'accord. en disant que peut-être l'étude d'aujourd'hui ou bien la communication n'est pas allée dans ce sens, mais euh, il y a les différents types de styles de leadership. Donc moi, je ne vais pas appeler ça beaucoup, je ne vais pas appeler ça la dictature, mais il y a un style qui s'approche un peu de la dictature, qui est le leader directif. Donc, qui se distingue des autres leaders, hein. Je pense que dans la nomenclature, on distingue, il y a des gens qui distinguent 5 types de leadership ou 6 types, où il y a des leaders chefs de file, des leaders visionnaires, collaboratifs, participatifs et des coachs. Et donc, la dictature s'assimile un peu à ce leader qui est directif, qui est autoritaire. Et donc, comme le président l'a si bien expliqué, je pense que nous avons retenu ce qui est essentiel en ce qui concerne la dictature, mais en ce qui concerne le leadership directif, il est toujours mentionné que quelquefois c'est important de pouvoir pratiquer ce style, dépendant du niveau de maturité de votre équipe. Vous pouvez utiliser ce style et Et lorsque vous avez une équipe assez mature, le style qui est beaucoup plus adapté, c'est la collaboration. Mais lorsque vous avez euh, une équipe qui n'est pas assez mature, où il faut apprendre beaucoup de choses, vous pouvez être un leader directif. Mais il faut quand même distinguer le fait d'être un leader directif que d'être un leader qui est un dictateur. Je pense qu'il faut vraiment distinguer cela. J'étais en train de chercher vraiment la définition de leader directif. Je pense que dans une définition, on parle de quelqu'un qui laisse peu de place à l'initiative.
à l'initiative et attend à une exécution immédiate, contrôlant de près toutes les actions. Donc, je pense que ce n'est pas un dictateur, mais c'est quelqu'un qui a tendance à contrôler assez de choses, à contrôler beaucoup son équipe. Et donc, le leader peut être directif, comme je le disais, lorsque il sait que les membres de son équipe ne sont pas assez matures. Et pour finir, on conseille au leader directif d'être aussi un coach qui investit dans le développement de son équipe, en sorte qu'à un moment donné, qu'il puisse passer du style directif au style collaboratif ou participatif. Merci beaucoup. La deuxième question vient de Joël, un responsable de chapitre. Il demande comment gérer certains personnels qui ont une façon militaire de parler liée à l'environnement dans lequel ils ont évolué. Je répète, comment gérer certains personnels qui ont une façon militaire de parler liée à l'environnement dans lequel ils ont évolué. Je ne sais pas si le président a saisi le sens de sa question. Moi, ça reste un peu flou pour moi. Si le président n'a pas saisi, on pourra demander au frère Joël d'activer son micro et d'expliquer ce qu'il voudrait dire. Président, vous avez la parole. Oui, oui, demandons-lui d'expliquer au mieux pour qu'on puisse OK, comprendre. OK. Frère Joël, vous pouvez activer votre micro. D'accord, merci beaucoup. Au fait, quand nous disons une façon militaire, il y en a quand ils parlent, pas comme vous êtes en train de parler. À chaque fois, c'est des ordres dans le ton. Les militaires ont l'habitude de donner des ordres. Et des fois, on a affaire à des personnels de ce genre qui ont souvent le ton en parlant. Alors, face à ça, ça gêne d'autres personnels. Comment est-ce qu'il faut gérer ce genre de cas? Merci. Je ne sais pas si j'ai été un peu explicité. Bon, OK. sur votre permission, avant que vous ne raccrochiez, je vais encore poser une question. Alors, et ces emplois, ces personnels haussent le ton sur vous en tant que leader ou bien lors des relations interpersonnelles au milieu entre leurs collaborateurs? Voilà. En fait, ce n'est pas que le son est ôté de façon, c'est pas fait sciemment en fait, c'est sa façon de parler. OK. Mais ça indispose souvent dans un groupe, ça indispose les autres. D'accord. OK. Voilà. D'accord. OK. Président, si vous permettez, Oui. je voudrais demander, est-ce que la personne est dans la position leader ou membre de l'équipe? Membre de l'équipe. Celui qui a le ton militaire, OK. Membre de l'équipe. Membre de l'équipe. OK. Je pense que je comprends la question. Et effectivement, nous avons affaire parfois à ce cas de personnel, même si éventuellement il veut faire passer un message vraiment très simple. Lors d'une réunion, il prend la parole, c'est vraiment avec une voix autoritaire et puis il hausse le ton comme si vraiment c'est lui seul qui a la parole ou bien c'est ce qu'il dit là, c'est ça qu'on doit faire forcément. Alors, je pense que ces gens de personnes, d'abord, c'est des gens qu'il faut arriver à maîtriser parce que ce n'est pas un comportement qui permet de construire en fait la société. Voilà. Ou l'environnement, de créer ou favoriser un environnement qui est vraiment agréable pour le travail. Alors, d'abord, et vous devez faire en tant que leader un travail avec cet employé, avec ce collaborateur. Vous devez l'amener à comprendre qu'il y a plusieurs manières de parler ou de prendre la parole, d'intervenir. Et il y a plusieurs manières d'exprimer son idée, que tu aies raison ou pas, il y a plusieurs manières, dans l'humilité et également dans le calme. Et je pense qu'on dit souvent que quand la correction est ratée, déjà au cours de la formation, on peut toutefois la rattraper dans la profession au niveau de la pratique dans la société. Alors, donc, c'est ce travail-là que le leader, c'est pourquoi je dis, le leader doit maîtriser chacun de ses collaborateurs. Il doit les maîtriser et faire ce travail de réglage.
c'est un travail de tête à tête parce que ça peut affecter les autres. Et les autres peuvent voir que vraiment, lui, il ne respecte pas. Et quand il parle, le patron ne répond pas. Le responsable, le leader ne répond pas. Alors que le leader comprend. Le leader sait que lui, là, c'est sa manière de parler. Mais ça peut diminuer, en fait, la valeur que le leader a devant les autres employés. Et pour régler ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un travail de tête à tête avec l'agent. Il faut l'appeler et lui faire comprendre que oui, je sais bien, je comprends bien ce que tu fais, c'est ta manière de parler depuis que tu es dans la structure, dans la boîte, mais je voulais t'amener quand même à avoir, à apprendre à mieux parler. Et l'autre fois, vous donnez des exemples vraiment concrets de la manière dont il a pris la parole et vous lui dites exactement ce qu'il doit faire. Voilà, la manière dont il est amené à poser. Vous l'aidez à reposer autrement sa préoccupation. Et quand le travail est bien fait dans ce sens-là, régulièrement, il va apprendre. La société, c'est encore toute une autre école, en fait, à part. Et les employés ne peuvent jamais répondre exactement comme nous le voulons, mais il revient à chaque leader de tailler donc chaque collaborateur, chaque personnel, donc avec la mesure et ce qu'il espère en fait de lui. Donc, je pense que si ce travail-là est bien fait, un travail de rapprochement, et il ne sert à rien de le dénigrer devant les autres ou de l'appeler devant les autres. C'est à lui, c'est chez lui, il y a vraiment ce problème. Donc, il faut l'appeler, il faut régler. Et le problème que vous avez réglé chez lui peut ne pas être le problème que vous avez réglé chez un autre personnel. Voilà. Donc, il y a de ces genres de problèmes que vous allez régler tête à tête avec chaque employé. Voilà, il m'arrive parfois, comme exemple, hein, dans ma structure, il m'arrive parfois de voir un employé qui se comportait d'une manière donnée et je l'ai vu bizarrement, comme voilà, l'attitude a changé complètement, mais je ne le rassemble pas avec les autres. Voilà, je fais le tri, je le prends, je dis voilà, je l'isole, voilà, dans le bureau ou à quelque part où je peux l'écouter correctement. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Donc, il peut dire voilà, à la maison, il y a tel problème, c'est ça qui a fait. Donc, je l'amène, je fais un travail à son niveau, je l'amène à comprendre, à gérer ce problème-là, à comprendre que ici, c'est le boulot. La manière dont on te voit vraiment, c'est pas agréable, il faut que tu changes, et ainsi de suite. On trouve des solutions. Alors, et vous allez voir, quel que soit le problème prochainement, cet agent va vous faire confiance, il va toujours s'approcher de vous et s'il a un souci, il va vraiment vous aborder, il va régler ça avec vous, ainsi de suite. Alors, donc, je pense qu'il faut faire un travail d'ouverture pour montrer que vous l'aimez toujours dans la société, vous l'aidez à se corriger et en position quand même de leader, vous allez l'amener réellement sur la voie. Comment doit-il prendre la parole en public? Parce que c'est un travail, c'est un apprentissage aussi. La prise de parole en public, c'est très important. Je pense qu'il faut préparer aussi des communications dans ce sens-là, généraliser ça pour tout le monde après avoir fait un travail avec lui pour que tout le monde soit vraiment bien formé dans ce sens-là. Alors, donc, je pense qu'avec ça, vous allez pouvoir gérer et bien cadrer ce collaborateur ou ce personnel-là spécialement. Merci. Merci au président pour vraiment cette belle réponse. Merci énormément. De votre réponse ressort certaines choses que peut-être nous allons aborder dans les prochains jours, mais sur lesquelles nous pouvons faire une anticipation. C'est le fait que déjà le leader doit savoir qu'il doit faire un travail sur les membres de son équipe. Ça, c'est assez ressorti dans vos explications. Il doit faire un travail sur chaque membre de son équipe. Un leader qui n'est pas en contact avec les membres de son équipe et qui ne travaille pas avec eux de façon individuelle et en équipe, c'est un leader qui ne verra pas son équipe émerger. Voilà. Et l'autre chose, je pense qu'il faut de l'amour pour les membres de son équipe. Ça, c'est assez fondamental, comme vous venez de le dire. Il faut de l'amour pour son équipe parce que des fois, c'est assez compliqué quand vous êtes en face de ces personnes qui, déjà, la façon dont le frère a expliqué la question, vraiment, c'est difficile d'aimer ces personnes. Quand vous êtes un homme naturel et que vous avez ces genres de personnes dans vos équipes, c'est difficile de les aimer. Vous allez même prier, faire des réunions où il n'est pas là. Vous vous sentez mieux lorsqu'il n'est pas là dans vos réunions. Donc, il faut que le leader
apprenne à aimer les membres de son équipe. Et c'est ce que le Seigneur demande de nous, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Donc, apprendre à aimer cette personne et travailler avec lui comme le président l'a dit. Merci beaucoup, président. Une autre question. Je pense que l'appétit vient en mangeant. Donc, les questions viennent. Je vais lire la question du responsable d'unité, le frère Philippe, qui dit, parlant de gestion de conflits, pour ramener les parties à collaborer, comment établir une communication ouverte et constructive entre les parties? Je répète la question. Oui. Parlant de gestion de conflits, pour ramener les parties à collaborer, comment établir une communication ouverte et constructive entre les parties? Vous avez la parole, président. OK. Merci beaucoup. Alors, je pense que comme nous l'avons vu tout à l'heure, il y a des parties dans la même société ou dans la même association. À un moment donné, ils ont des opinions, en tout cas, qui sont un peu divergentes. Et à un moment donné, et ils ne s'entendent plus. Voilà. Maintenant, le leader a essayé de faire taire la situation, de calmer la situation des deux côtés, et puis il les a ramenés à table maintenant pour s'entendre et reprendre réellement le travail. Alors, une communication ouverte, bon, je pense que d'abord, il faut faire un état des lieux du début de la situation, en fait, et montrer réellement ce qui a causé, parce que si vous ne maîtrisez pas ce qui a causé, ce qui est à la base de cette situation que vous venez de régler et vous les avez ramenés à table pour négocier, pour s'entendre, pour reprendre la collaboration, vous n'allez pas pouvoir réellement communiquer. Alors, qu'est-ce qui a créé cela? Vous faites un état des lieux de tout ça et vous allez également leur faire savoir comment chacun tenait mordicus à sa position. Alors, la rigidité qu'ils avaient, dont ils avaient fait montre au niveau de chaque partie. Alors, et c'est quand vous allez faire ces états des lieux, étape par étape, c'est en ce moment-là, maintenant, que vous pouvez engager une communication ouverte. Et la communication ouverte va passer par comment? Vous lancez la parole, vous montrez le risque après, finalement, vous montrez le risque que court réellement chacune des parties, parce que quand ça continue comme ça, on peut les licencier de la structure parce que ils ne veulent pas pencher, ils ne veulent pas régler la situation, ils ne sont pas favorables pour le règlement à l'amiable de la situation. Ça peut leur coûter leur poste, chacune des deux parties ou des parties qui sont en conflit. Et maintenant, vous laissez chacun parler, qu'est-ce qui pourrait encore être source de tension prochainement, qu'est-ce qui est encore, et vous les orientez dans cette communication-là, et chacun vraiment s'ouvre, chacun donne réellement son avis, ainsi de suite. Donc, je pense que quand vous commencez déjà de la genèse de la situation, les étapes qui ont conduit jusque-là, et également le danger, le risque que chacun de court, et également le danger pour la société, la communication est ouverte et chacun va parler. Et finalement, vous les amenez à s'excuser, à se pardonner. À se pardonner. C'est en fait le leader qui doit conduire cette communication-là jusqu'à la fin, cette séance jusqu'à la fin pour les amener à reprendre ensemble. Lorsque le pardon est clair et puis ensemble ils reprennent le travail, vous allez constater cela dans leur collaboration plus tard. Le leader fait exprès, hein, de façon intentionnelle, et les met en observation pendant un temps pour voir le rapport sur eux, ainsi de suite, pour voir comment cela collabore, ces parties-là collaborent encore par la suite. Alors donc, je pense que en procédant ainsi, vous allez pouvoir engager cette communication qui va certainement porter de fruits. Merci. OK, merci beaucoup, président. Merci pour la réponse. Je pense que le frère Philippe est satisfait de la réponse. Bon, peut-être pour prolonger la question, si après avoir tout fait, il y a un membre qui ne veut pas collaborer,
Bon, peut-être à l'église, c'est beaucoup plus facile d'amener les gens. Déjà, le Saint-Esprit travaille, d'amener les gens à s'attendre après, mais sur nos lieux de travail, ce n'est pas toujours le cas. Comment est-ce qu'il faut régler cela dans ce cas? Merci. OK, merci beaucoup. C'est une question assez pertinente. Et effectivement, il n'est pas rare hein, de voir qu'il y a toujours des cas comme ça, malgré que vous ayez parlé, malgré que vous ayez réglé la situation. Et lui, il ne pardonne pas, il est toujours. Je pense que ça va certainement se ressentir sur son travail. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord de lui faire comprendre lorsque vous constatez que celui-là, il est toujours réservé dans son coin. Je pense qu'il faut l'appeler et lui montrer que s'il continue comme ça, c'est son poste qui est vraiment en danger. C'est très important. Et je profite en même temps, sous votre permission, pour aller plus loin un peu par rapport à la question de quelqu'un qui demande les employés ou les collaborateurs fainéants. Alors, une personne qui refuse de pardonner, une personne qui refuse de se pencher, le leader a parlé, le responsable ou le supérieur hiérarchique a dit laisse tomber, et voilà, on a réglé la situation, l'autre commence à... Et à chaque fois que le collaborateur s'approche, l'autre partie s'approche de lui, et il ne donne pas tout ce qu'il faut, il ne satisfait pas, il est toujours là en train. Moi, je pense que quelqu'un comme ça, vous l'appelez encore tête à tête, et vous lui parlez, vous dites, nous te mettons en observation. C'est de façon pratique parce qu'on ne peut pas encourager ça dans la société. Voilà, on dit souvent que une famille, une tribu qui est divisée donc contre elle-même ne peut pas subsister. Alors, c'est de la même manière, lorsque les employés ne regardent en fait pas la même direction, je pense qu'il faut voir ceux-là qui font dos à la direction et les mettre en garde en fait. Voilà. Quand ils continuent comme ça, il faut forcément chercher un moyen pour les expulser de la société. Ce n'est pas de la méchanceté, mais en fait, c'est de donner la chance à ceux qui veulent travailler de pouvoir travailler. On ne crée pas une société pour échouer. Et j'informe tous les leaders qui m'écoutent ici, que vous soyez le CEO et le owner, à dire le propriétaire de votre propre société, ou bien que vous soyez recruté par quelqu'un, ce qui a poussé vraiment à créer la société, c'est pas de faire faillite quelques années plus tard. C'est pas d'engager les gens qui n'ont pas la vision, qui ne partagent pas la même vision que vous pour vraiment foncer votre société. Mais c'est d'engager des gens qui comprennent, des gens qui maîtrisent et des gens qui peuvent réellement travailler. La personne qui ne veut pas pardonner, il peut être votre frère, il peut être un frère de l'église, une soeur de l'église, mais comprenez en même temps que celui ou celle-là n'est pas prêt à travailler avec vous. Voilà. Et on ne peut pas encourager la médiocrité. On ne veut pas encourager donc cette ambiance-là au lieu du travail. Voilà. La plupart du temps, quand les gens quittent leur maison, leur famille, ils viennent rester ensemble pendant 6 heures, 8 heures de temps, pour certaines personnes, 10 heures de temps. Donc, ils passent plus de temps même au lieu de travail qu'à la maison, qu'en famille à la maison. Donc, le travail ou le lieu de travail constitue une deuxième famille. Donc, ils ont l'obligation de travailler dans une bonne ambiance, de favoriser une bonne ambiance pour que le travail évolue. Donc, pour ma part, ce que je pense, si quelqu'un est comme ça, la personne est incorrigible. Et quelqu'un qui demeure incorrigible, je pense qu'on ne veut pas l'encourager parce que si vous tolérez cela, il y a le risque de contamination. Et c'est ça qu'il faut éviter. Lorsqu'il y a une deuxième personne qui se met dans cette posture, troisième personne, et le leader n'arrive vraiment pas à mettre fin à cela, c'est la vie de la boîte, de la structure qui est en danger. Donc, quand il y a un employé qui est entre griffes un pourri et qui refuse donc d'être régénéré par l'équipe, par le leader, par les supérieurs, je pense qu'il faut le mettre de côté et continuer avec ceux qui ont de bonne volonté pour la société. Merci. Merci beaucoup pour la réponse. Je n'ai pas de commentaires que de vous dire merci énormément pour votre disponibilité et pour les échanges. Euh, je vais laisser la parole pour inviter le président du Forum du Togo pour sûrement qu'il a aussi suivi attentivement la présentation.
et qu'il a des commentaires à faire, que ce soit sur la présentation ou les échanges que nous avons eus à la fin. Je donne la parole au président. Ok, merci beaucoup, secrétaire général, pour la parole. Je tenais à remercier le docteur Bankole, président du Forum des jeunes professionnels du Bénin, pour sa brillante présentation et pour toutes les réponses qu'il a apportées à nos différentes questions pour nous éclairer. Et que le Seigneur le bénisse abondamment et que le Seigneur euh, vraiment le lui rende au centuple ce qu'il a apporté à notre groupe ici au Togo. Et je crois que cette formation doit pouvoir nous aider nous-mêmes en tant que leaders, nous équiper, afin que nous puissions vraiment savoir comment communiquer. Parce que cela est très, très important pour nous en tant que leader, même quand nous voyons dans la parole de Dieu la manière dont Jésus-Christ communiquait avec ses disciples, avec les pharisiens, avec les gens du peuple. Nous allons voir que la communication n'était pas la même. Même lorsqu'il y avait des conflits entre ses disciples, la manière dont il communiquait, la manière dont il réglait les problèmes, nous avons beaucoup de choses à apprendre. C'est juste pour nous dire que nous ne sommes pas là seulement pour être leader pour ordonner, dire aux gens, allez ici, allez là-bas. Et lorsqu'il y a des situations, nous ne sommes pas là pour pouvoir les régler. Il faut que nous puissions vraiment tirer profit de cette communication pour voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer notre communication auprès de nos collaborateurs, aussi bien dans le forum des jeunes professionnels que sur notre lieu de travail, afin que vraiment, comme on l'a dit, que Christ soit glorifié à travers notre leadership partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Donc, j'espère qu'à travers cette communication, quand nous allons retourner dans nos chapitres, dans nos unités et sur nos lieux de travail, nous allons améliorer cette communication-là. Nous allons améliorer la gestion et des conflits avec nos collaborateurs. Et moi, particulièrement, j'ai beaucoup appris et j'espère que vous avez également beaucoup appris. Et on nous a encore appris ce soir que nous devons maintenir la communication avec nos collaborateurs. C'est très important. Il faut que nous soyons proches d'eux, que nous puissions vraiment maintenir cette communication. Et il n'y a qu'à travers cela qu'ils pourront voir en nous des modèles. Là, maintenant, nous sommes proches d'eux, nous les écoutons. C'est très, très important. J'ai beaucoup apprécié la manière dont le président Bankole a insisté sur la capacité à écouter. Il faut que nous soyons prêts à pouvoir écouter vraiment nos collaborateurs, à pouvoir vraiment capter leurs besoins. Le plus souvent, nous n'écoutons pas nos collaborateurs, nous ne captons pas leurs besoins, et ce qui fait que nous passons le plus souvent à côté de la vraie communication qu'on devrait avoir auprès d'eux. Et nous passons plus notre temps à donner des ordres, à commander, et nous voyons nos collaborateurs qui ne s'impliquent pas comme nous le voudrions. Mais comme on n'a pas pu cerner à travers une bonne écoute, à travers le rapprochement avec eux, les besoins fondamentaux ou d'un niveau plus élevé qu'ils ont, cela fait que nous passons réellement à côté d'un travail beaucoup plus collaboratif. Donc, vraiment, je crois que nous l'avons enregistré. Moi, je vais encore réécouter cette communication-là davantage, apprendre davantage, améliorer déjà ce que j'ai, ce que je fais pour que je puisse devenir un leader, un meilleur leader. Et je prie le Seigneur d'aider tous les leaders qui sont sur cette plateforme actuellement et à pouvoir vraiment se l'approprier
à pouvoir le mettre en pratique et je crois que progressivement, nous serons de meilleurs leaders pour la gloire du Seigneur. Encore une fois, Président Bankole, merci infiniment et que le Seigneur vous le rende au centuple. Amen. Amen, amen. Merci, Président. Merci. Amen, amen. Donc, sur cette note, nous allons libérer le président. Nous ne sommes pas ensemble pour que vous puissiez acclamer pour lui, mais vous pouvez laisser de jolis mots dans le chat. Surtout, vous pouvez laisser quelques paroles qui ont retenu votre attention dans le chat. Pour libérer le président, vous pouvez laisser des mots dans le chat, des paroles qui ont retenu votre attention. Voilà, j'ai vu quelques personnes qui acclament. Donc, le président, vous êtes libre. Merci, merci beaucoup, merci, merci pour Donc, tout. Merci. non, c'est nous. OK. Donc, nous clôturons la session. Je voudrais juste nous annoncer que nous avons une veillée de prière à partir de 23 heures. Il y en a qui ne sont pas encore à la maison. Comme moi, je ne suis pas encore rentré, je suis au boulot. Nous allons courir pour rentrer, nous reposer. Et à 23h00, nous sommes en ligne pour la veille. Et je pense que on pourra se connecter un peu plus tôt. Un peu plus tôt. Peut-être à 23h, 22h50 pour pouvoir nous connecter bien à la session. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous à 23h. Les responsables de chapitre, vous devez voir ceux qui n'ont pas participé, les responsables d'unité qui n'ont pas participé à la session et les relancer. Vous devez les appeler après. Moi, je vais me charger d'appeler les responsables de chapitre qui ont manqué la session. Je vais les appeler pour voir comment les aider à suivre au moins la veille. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.